Alors que j'étais enceinte de jumeaux et que je souffrais déjà de contractions, ma sœur m'a faussement accusé, devant toute la famille, d'avoir volé 100,000 $ sur le compte retraite de mon père. Malheureusement, mes propres parents l'ont cru, sans même me demander ma version des faits. Ma mère m'a traité de voleuse et m'a giflé violemment, à plusieurs reprises. J'ai essayé de m'expliquer. Je n'avais rien pris, mais personne ne voulait m'écouter. Ensuite, ma cruelle sœur m'a traîné par les cheveux à travers le sol, et m'a jeté hors de la maison, sur les marches en béton. Je saignais et je pleurais, tout en tenant mon ventre de femme enceinte. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ce que mon père a fait ensuite a été encore plus choquant. Je n'aurais jamais pensé que ma propre famille me détruirait. En repensant à la personne que j'étais avant cette horrible soirée d'octobre, je la reconnais à peine. La confiance que j'avais envers les gens qui m'ont élevé est morte sur ces marches en béton, devant ma maison d'enfance, en même temps que presque tout le reste. Ma grossesse gémellaire avait été difficile dès le début. À 8 mois, j'avais déjà des contractions de Braxton X qui semblaient parfois assez réelles pour me faire paniquer. Mon médecin m'avait mis en garde contre le stress, et m'avait dit de me ménager, mais la vie ne suit pas toujours les avis médicaux. J'avais 32 ans, je travaillais comme analyste financière pour une société d'investissement de taille moyenne à Baltimore, et j'essayais de préparer l'arrivée de 2 bébés, alors que mon mari voyageait constamment pour son travail de consultant. Ce jour-là a commencé comme n'importe quelle autre journée difficile de mon 3e trimestre. Les contractions allaient et venaient depuis le matin, assez vives pour me faire grimacer, mais pas assez régulières pour justifier une visite à l'hôpital. J'ai appelé le cabinet de mon obstétricien, et l'infirmière m'a dit de les surveiller, et de venir si elles s'intensifiaient ou devenaient régulières. L'après-midi, j'étais épuisé et mal à l'aise, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi et m'effondrer sur mon canapé. Puis, mon téléphone a sonné. C'était Brenda, ma sœur, et sa voix avait ce tranchant particulier qui annonçait toujours des ennuis. Réunion de famille chez maman et papa. 18h sois là. Elle a raccroché avant que je puisse poser des questions. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Brenda n'utilisait ce ton que lorsqu'elle orchestrait quelque chose, et les réunions de famille n'étaient jamais convoquées à moins d'une crise. Mais j'étais trop fatigué, et je souffrais trop, pour lire correctement les signes avant-coureurs. Je voulais juste en finir avec tout ça, quoi que ce soit, pour pouvoir rentrer chez moi. Le trajet vers la maison de mes parents, en banlieue, a pris 40 minutes dans les embouteillages de l'heure de pointe. Chaque bosse sur la route envoyait des secousses dans mon ventre gonflé. Les jumeaux étaient actifs ce soir-là, appuyant simultanément sur mes côtes et ma vessie, d'une manière qui rendait la respiration, et la position assise, tout aussi inconfortable. Au moment où je me suis garé dans l'allée familière, je transpirais malgré la fraîcheur d'octobre, et je m'agrippais au volant pour supporter une nouvelle contraction. J'ai senti que quelque chose clochait dès que j'ai franchi la porte d'entrée. Mon père, Gérald, était assis dans son fauteuil inclinable, les bras croisés, le visage de marbre. Ma mère, Diane, se tenait près de la cheminée, et son expression m'a noué l'estomac. Brenda était là avec son mari, Case, et leurs 3 enfants étaient manifestement absents, probablement chez la mère de Case. Ma tante Ruth, la sœur de papa, était assise sur le canapé, l'air visiblement mal à l'aise. « Assieds-toi » a dit papa, d'une voix plate et froide, sur un ton que je ne l'avais jamais entendu utiliser avec moi auparavant. Je me suis laissé tomber prudemment dans le fauteuil, une main soutenant le bas de mon dos. Une autre contraction arrivait, et j'ai essayé de respirer discrètement pour la faire passer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est malade. Brenda s'est levée, tenant un dossier comme s'il s'agissait de la pièce à conviction dans un procès pour meurtre. Nous devons parler de ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? La confusion m'a envahi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ne joue pas à l'innocente, a claqué Brenda. Elle a ouvert le dossier et en a sorti des relevés bancaires. 100,000 $ ont été retirés du compte retraite de papa au cours des 6 derniers mois. De petits virements, soigneusement espacés pour éviter une détection immédiate. L'argent est allé sur un compte qui remonte jusqu'à toi. La pièce a semblé tanguer. Quoi? C'est insensé. Je n'ai jamais touché au compte retraite de papa. Je ne saurais même pas comment y accéder. Les preuves disent le contraire, a poursuivi Brenda, la voix montant d'un cran. J'aide maman et papa avec leurs finances depuis l'opération de la hanche de papa, et j'ai remarqué les divergences il y a 3 semaines. J'ai engagé un jury comptable pour retracer les transactions.
L'argent est passé par 2 comptes intermédiaires, avant d'atterrir sur un compte d'investissement enregistré sous ton numéro de sécurité sociale. Ma bouche est devenue sèche. C'est impossible. Quelqu'un a dû voler mon identité ou me piéger. Je jure que je n'ai pas pris d'argent. Menteuse. La voix de ma mère a claqué dans la pièce comme un fouet. Elle s'est avancée vers moi, le visage tordu par la rage et la trahison. Comment as-tu pu faire ça à ton propre père, après tout ce que nous avons fait pour toi? Maman, s'il te plaît. Je te dis la vérité. Je n'ai rien pris. Ma voix s'est brisée alors que les larmes commençaient à couler sur mon visage. Les contractions devenaient plus fortes, mais la douleur émotionnelle noyait la douleur physique. Nous te faisions confiance, a dit papa, et la déception dans sa voix a coupé plus profondément qu'aucun couteau n'aurait pu le faire. Quand tu avais besoin d'argent pour l'université, nous te l'avons donné. Quand tu as voulu commencer ta carrière dans une autre ville, nous t'avons soutenu. Et c'est comme ça que tu nous rembourses? En volant ma retraite? Je n'ai rien volé. Je sanglotais maintenant, luttant pour faire entrer de l'air dans mes poumons, oppressé par le poids des jumeaux et la panique qui serrait ma poitrine. S'il vous plaît, écoutez-moi. Quelqu'un m'a piégé. Je travaille dans la finance. Pensez-vous vraiment que je serais assez stupide pour transférer de l'argent volé directement sur un compte à mon nom? C'est exactement ce qui rend la chose si malsaine, a dit Brenda, ses yeux brillant de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Tu pensais être assez intelligente pour brouiller les pistes. Tu pensais qu'on ne remarquerait jamais, mais je t'ai attrapée. Voleuse, a crié maman, puis sa main a percuté mon visage dans une gifle qui a fait basculer ma tête sur le côté. Des étoiles ont explosé devant mes yeux. Voleuse ingrate et égoïste. Maman, s'il te plaît. J'ai essayé de protéger mon visage, mais elle m'a frappé encore, et encore. La force des coups m'a fait crier. Ça suffit, Diane, a dit tante Ruth en se levant. Elle est enceinte. Pour l'amour de Dieu. Elle aurait dû penser à ses bébés avant de voler son propre père. Maman a craché. J'ai essayé de me lever pour m'enfuir, mais Brenda a surgi soudainement. Ses doigts se sont tordus dans mes cheveux, tirant si fort que la douleur a hurlé à travers mon cuir chevelu. Tu ne vas nulle part tant que tu n'auras pas avoué, et dit où est l'argent. Lâche-moi, ai-je crié, mais elle m'a traîné sur le tapis. Je me suis débattu pour protéger mon ventre, un bras enroulé autour, tandis que j'essayais de desserrer ses doigts de mes cheveux avec mon autre main. Brenda, arrête. Les bébés. Elle m'a traîné vers la porte d'entrée, le visage rouge d'effort et de rage. Case restait juste là, à regarder. Tante Ruth criait quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre par-dessus mes propres cris et le bourdonnement dans mes oreilles. Les jumeaux s'affolaient en moi, réagissant probablement à ma terreur et à l'adrénaline qui inondait mon système. Brenda a ouvert la porte d'entrée à la volée, et m'a poussé violemment. J'ai trébuché, j'ai perdu l'équilibre, et je suis tombé. Les marches en béton se sont précipitées vers moi, et je les ai heurtées durement sur le côté, mes bras toujours enroulés de manière protectrice autour de mon ventre. L'impact a coupé le souffle de mes poumons. Une douleur aiguë a irradié depuis ma hanche et mes côtes. J'ai senti quelque chose de chaud et humide entre mes jambes. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas rendu chaque centime, a crié Brenda depuis l'encadrement de la porte. Puis, elle a claqué la porte. Je suis resté là, allongé sur le béton froid, saignant et sanglotant, berçant mon ventre de femme enceinte. Les maisons des voisins m'entouraient, leurs fenêtres brillant d'une lumière chaude, mais je ne m'étais jamais senti aussi seul. Les contractions arrivaient plus fort maintenant, régulières et insistantes. Ce n'était plus un faux travail. Mon téléphone était, par miracle, toujours dans la poche de ma veste. Avec des mains tremblantes, je l'ai sorti et j'ai appelé le 911. J'ai besoin d'aide, ai-je réussi à halter. Je suis enceinte de jumeaux et je saigne. Je pense que je suis en train d'accoucher. L'ambulance est arrivée en 10 minutes, bien que cela m'ait semblé durer des heures. Les ambulanciers ont été doux en me chargeant sur la civière, me posant des questions auxquelles je pouvais à peine répondre, à cause de la douleur et du choc. Alors qu'ils fermaient les portes de l'ambulance, j'ai vu mon père debout dans l'encadrement de la porte de la maison, le visage éclairé par la lumière du porche. Il a regardé l'ambulance s'éloigner sans bouger. Il est juste resté là à regarder, sans rien faire. Cette image allait me hanter pendant des mois. Mon propre père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait accompagné lors de mon premier chagrin d'amour,
regardant les ambulanciers charger sa fille enceinte dans une ambulance, et ne faisant absolument rien pour l'aider. La trahison de ce moment a coupé plus profondément que tout ce qui s'était passé d'autre. Les 72 heures suivantes ont été un flou cauchemardesque. L'hôpital a réussi à arrêter mon travail prématuré, mais j'avais des côtes fêlées, des ecchymoses graves, et une légère commotion cérébrale due à la chute sur les marches. Les jumeaux montraient des signes de détresse. J'ai passé 3 jours à l'hôpital sous observation, recevant des injections de stéroïdes pour aider au développement des poumons des bébés au cas où ils arriveraient tôt, tandis que des moniteurs suivaient chaque battement de cœur et chaque contraction. Mon mari, Todd, a pris l'avion pour rentrer immédiatement lorsqu'il a reçu mon appel en larmes depuis l'hôpital. Il était furieux, d'une manière calme et contrôlée qui était, d'une certaine façon, plus effrayante que des cris. « Je vais les détruire », a-t-il dit simplement, assis à côté de mon lit d'hôpital en me tenant la main. « Tous autant qu'ils sont. » « Je n'ai pas pris l'argent », ai-je chuchoté pour la 100e fois. « Je sais que tu ne l'as pas fait », a-t-il dit. « Et nous allons le prouver. » Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Brenda a appelé 6 fois et maman a appelé 4 fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, Todd a décroché quand Brenda a rappelé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix aurait pu geler de l'azote. Je pouvais entendre la voix de Brenda à travers le téléphone, minuscule et indignée. Le visage de Todd s'est assombri en écoutant. « Laisse-moi être très clair », a-t-il dit, sa voix dangereusement douce. « Ma femme est à l'hôpital parce que ta psychopathe de sœur a attaqué une femme enceinte. S'il arrive quoi que ce soit à nos bébés, je veillerai personnellement à ce que Brenda fasse l'objet de poursuites pénales pour agression et mise en danger. Et si tu appelles encore ce numéro, je demanderai une ordonnance de restriction contre vous tous. » Il a raccroché et a éteint mon téléphone. « Tu n'as pas besoin de leur poison en ce moment. Concentre-toi sur les bébés. » Les jumeaux ont tenu bon pendant 1 mois de plus. Ils sont arrivés à 36 semaines par césarienne d'urgence, après que j'ai perdu les os de façon inattendue. Olivia est arrivée la première, pesant 2,35 kg, et Jackson a suivi 2 minutes plus tard, pesant 2,27 kg. Ils étaient minuscules et parfaits, avec la tête pleine de cheveux noirs et des poumons qui fonctionnaient très bien malgré leur arrivée précoce. En les tenant pour la première fois, alors que Todd pleurait des larmes de joie à côté de moi, j'ai ressenti un amour féroce et protecteur qui transcendait tout ce que j'avais jamais vécu. Ma famille n'a jamais appelé pour demander si les bébés avaient survécu. Ils n'ont pas demandé si j'avais survécu. Le silence de leur part a été assourdissant durant ces premières semaines de maternité. Chaque fois que mon téléphone sonnait, une petite partie de moi espérait que ce soit peut-être papa, appelant pour s'excuser, ou même juste pour vérifier si ses petits-enfants étaient en vie. L'espoir mourait un peu plus chaque jour qui passait. Les parents de Todd sont venus de l'Oregon et sont restés 2 semaines, aidant pour les tétées nocturnes et la cuisine, et me disant encore et encore à quel point ils étaient fiers de moi. Sa mère, Patricia, m'a tenu dans ses bras alors que je pleurais un après-midi, et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le sang ne fait pas la famille. C'est l'amour qui l'a fait. Nous sommes ta famille maintenant. Les infirmières de l'unité de soins intensifs néonatales ont été incroyables pendant le bref séjour des jumeaux en observation. Elles m'ont appris à allaiter 2 bébés, à changer les couches de nourrissons qui semblaient incroyablement fragiles, à lire leurs différents pleurs. Une infirmière, une femme plus âgée nommée Suzanne, a remarqué les ecchymoses encore visibles sur mon visage et mes bras lors d'une séance d'allaitement. Elle n'a pas posé de questions directement, elle a juste pressé mon épaule et a dit « Vous êtes plus forte que ce qui vous est arrivé. Ces bébés ont de la chance de vous avoir pour se battre pour eux. » Je n'avais pas parlé de l'agression au personnel hospitalier, au-delà des faits fondamentaux nécessaires à mes soins médicaux. Le médecin traitant qui m'avait examiné après mon admission avait tout documenté avec un professionnalisme minutieux, les côtes fêlées, la commotion cérébrale, les ecchymoses étendues, la sensibilité du cuir chevelu dû au tirage de cheveux. Il avait demandé si je voulais déposer un rapport de police. À l'époque, j'étais trop choqué, et trop concentré sur la survie des bébés, pour penser clairement à la justice. Todd avait pris des photos de mes blessures, cependant, documentant tout avec des horodatage. Il avait toujours 3 coups d'avance. Ces premières semaines à la maison ont été simultanément les plus belles et les plus difficiles de ma vie. Les jumeaux avaient des horaires opposés au début, ce qui signifiait qu'il y en avait toujours un éveillé et ayant besoin de quelque chose. Je me remettais d'une intervention chirurgicale majeure tout en apprenant à m'occuper de 2 nouveau-nés, fonctionnant avec peut-être 3 heures de sommeil au total par nuit.
Mon corps me faisait mal à des endroits dont j'ignorais qu'il pouvait faire mal. L'allaitement était atroce au début, et j'ai pleuré à chaque séance pendant la première semaine, jusqu'à ce que les choses commencent enfin à s'améliorer. Todd a pris un mois de congé paternité et est devenu mon rock. Il changeait les couches, donnait les biberons de lait tirés à minuit, tenait le bébé qui s'agitait pendant que j'essayais de dormir, et faisait écran avec le monde extérieur. Il a aussi tranquillement rassemblé des preuves, passant ses brefs moments de temps libre à monter un dossier contre Brenda et Case qui finirait par les détruire. Le point de rupture est arrivé 3 semaines après la naissance des jumeaux. J'essayais de prendre une douche pour la première fois en 2 jours lorsque mon téléphone a sonné. Todd l'a apporté à la porte de la salle de bain, le visage sombre. C'est ta mère. Je pense que tu devrais prendre celui-là. Je me suis enveloppé dans une serviette et j'ai répondu, l'eau dégoulinant encore de mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de savoir si tu vas rembourser l'argent. La voix de maman était froide et accusatrice, sans aucune trace d'inquiétude ou de remords. La retraite de ton père est ruinée, et nous sommes confrontés à un désastre financier à cause de ce que tu as fait. La moindre des choses que tu puisses faire est de nous dédommager. L'audace de la demande m'a coupé le souffle. Tu m'appelles sérieusement pour exiger de l'argent de ma part en ce moment? Ne prends pas ce ton avec moi. C'est toi qui nous as volés. Nous avons été patients, attendant que tu fasses ce qu'il faut, mais il est clair que tu n'as aucune conscience. Ton père pourrait perdre la maison à cause de toi. Quelque chose en moi a complètement craqué. Écoute-moi très attentivement, car je ne vais le dire qu'une seule fois. Je n'ai pas volé un seul centime sur le compte retraite de papa, mais je sais qu'il a fait, et le FBI le saura aussi très bientôt. Quand la vérité éclatera, tu vas réaliser que tu as détruit ta relation avec la mauvaise fille. Encore des mensonges, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été manipulatrice, mais là, c'est un nouveau niveau de bassesse, même pour toi. Essayez de rejeter la faute alors que tu as été prise la main dans le sac. As-tu seulement envisagé une seule fois que tu pourrais avoir tort? Ma voix tremblait de fureur. T'es-tu jamais demandé pourquoi j'aurais besoin de voler de l'argent alors que je gagne un salaire à 6 chiffres et que j'ai des économies substantielles? T'es-tu demandé pourquoi quelqu'un d'aussi avisé financièrement que moi créerait une trace papier aussi évidente? T'est-il venu à l'esprit que peut-être, juste peut-être, Brenda mentait? Brenda ne ferait jamais une chose pareille. C'est une mère dévouée et une bonne personne. Tu es juste jalouse d'elle parce qu'elle a un mariage heureux et de beaux enfants, alors que tu as toujours été froide et obsédée par ta carrière. Les mots ont frappé comme des coups physiques. C'était ce que ma mère pensait vraiment de moi. Pas une fille dévouée qui appelait chaque semaine, qui les avait aidés à déplacer des meubles et à trier leurs finances, qui avait passé des vacances à essayer de combler le fossé entre Brenda et le reste de la famille. Juste quelqu'un de froid, jaloux, et capable d'abus envers les personnes âgées. Ne rappelle plus jamais ce numéro, ai-je dit calmement. Tu n'es plus ma mère. Une mère protège son enfant. Une mère croit en son enfant. Tu n'es qu'une étrangère qui m'a donné naissance. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de mes 2 parents. Puis, je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai sangloté jusqu'à ce que Todd me trouve là 20 minutes plus tard, enveloppé dans une serviette et tremblante. Il n'a rien dit, il m'a juste tenu pendant que je m'effondrais. Cet appel téléphonique a été le catalyseur dont Todd avait besoin pour aller de l'avant avec tout le reste. Au cours des semaines suivantes, il a pris rendez-vous avec la police locale et le bureau du FBI. L'enquête a nécessité des mois de travail minutieux. Nous avons passé des heures à faire des dépositions, à remettre les preuves que son expert en cybersécurité avait compilées, et à guider les enquêteurs à travers la chronologie des faits. Le rapport du jury comptable était accablant, montrant exactement comment Brenda avait accédé au compte de retraite de papa en utilisant ses identifiants légitimes, puis avait soigneusement structuré les retraits pour éviter une détection immédiate. Ce qui a rendu l'affaire encore plus solide, c'est l'implication de Case. L'email récupéré le montrait en train de faire des recherches sur la façon de commettre un vol d'identité, d'acheter des numéros de sécurité sociale volés sur le dark web, bien qu'il ait finalement utilisé le mien, auquel Brenda avait accès grâce à de vieux documents familiaux, et de créer des sociétés écrans pour recevoir les fonds transférés. Il prévoyait cela depuis plus d'1 an avant de passer à l'acte. L'agent du FBI assigné à notre dossier, une femme perspicace nommée agent Michelle Torres, semblait personnellement offensée par ce qui s'était passé. Ces types de crimes financiers familiaux sont particulièrement insidieux, nous a-t-elle dit lors d'un entretien. L'abus financier envers les personnes âgées est un problème énorme,
et quand on y ajoute le vol d'identité et l'agression d'une femme enceinte, cela traverse plusieurs juridictions fédérales. Nous prenons cela très au sérieux. Je veux que vous compreniez que cette enquête prendra du temps. Nous devons construire un dossier en béton. Elle a également posé une question qui me taraudait. Votre sœur avait-elle une raison de vous cibler spécifiquement, au-delà du simple fait d'avoir besoin d'un bouc émissaire? C'est là que tout s'est mis en place. J'avais été tellement concentré sur la crise immédiate que je n'avais pas réfléchi aux motivations profondes. Mais assise là, dans le bureau du FBI, en train de nourrir Olivia tandis que Jackson somnolait dans son siège auto, j'ai réalisé que Brenda me tendait des pièges, de manière plus subtile, depuis des années. Elle est jalouse de moi depuis que nous sommes enfants, ai-je dit lentement. J'avais de meilleures notes, je suis entré dans une meilleure université, j'ai bâti une meilleure carrière. Elle était la préférée en grandissant, la populaire, celle que mes parents gâtaient. Mais à l'âge adulte, nos trajectoires ont divergé. Elle a fait des commentaires au fil des ans sur le fait que je me crois meilleur que tout le monde. Que je suis une bourreau de travail sans équilibre de vie, que mon succès s'est fait au détriment des relations familiales. Donc, c'était en partie pour l'argent, mais aussi pour détruire votre réputation et vous rabaisser aux yeux de vos parents, a dit l'agent Torres en hochant la tête. C'est cohérent avec ce que nous voyons dans les cas de rivalité fraternelle qui dégénèrent en comportement criminel. L'aspect psychologique rendait la chose encore pire, d'une certaine manière. Brenda n'avait pas seulement volé de l'argent et m'avait piégé par désespoir. Elle y avait pris plaisir. Les emails récupérés contenaient des passages où elle se vantait auprès de Case de la satisfaction qu'elle aurait à me voir me tortiller. À quel point nos parents me verraient enfin pour ce que j'étais vraiment, à quel point elle avait hâte de voir ma vie parfaite s'effondrer. Elle avait savouré chaque moment de la planification de ma destruction. Pendant mon séjour à l'hôpital après la césarienne, Todd avait apporté son ordinateur portable et m'avait montré sur quoi il travaillait. J'ai fait appel à un expert en cybersécurité que je connais par le travail, m'a-t-il expliqué. Quelqu'un qui se spécialise dans la fraude financière. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il a accepté de regarder ça. L'enquête médico-légale a révélé ce que je soupçonnais. Quelqu'un avait effectivement créé des comptes en utilisant mes informations personnelles, mais la trace était bâclée une fois qu'on savait où chercher. Les adresses IP utilisées pour créer les comptes et effectuer les virements remontaient à deux endroits, le bureau à domicile de Brenda et le lieu de travail de Case. La véritable preuve accablante était une série de mails supprimés sur l'ordinateur personnel de Brenda, récupérés par l'expert de Todd, où elle et Case discutaient du plan en détail. Ils avaient volé l'argent de la retraite de papa. Brenda avait accès à ses comptes parce qu'elle l'aidait avec les finances après son opération. Elle avait systématiquement drainé l'argent sur 6 mois, en utilisant mes informations d'identité volées pour créer une fausse piste menant à moi. Le mobile est devenu clair dans l'un des emails récupérés. L'entreprise de Case échouait, et ils faisaient face à la faillite. Ils avaient désespérément besoin d'argent, et ils ont décidé de faire d'une pierre deux coups en volant la retraite de papa et en me faisant porter le chapeau. Ce que j'ai découvert plus tard a rendu la trahison encore pire. Brenda m'avait toujours en voulu. En grandissant, j'avais été celle qui réussissait scolairement, tandis qu'elle avait du mal à l'école. J'étais allé dans une université prestigieuse grâce à des bourses, alors qu'elle avait fréquenté un collège communautaire. J'avais bâti une carrière réussie dans la finance, alors qu'elle avait été mère au foyer. Selon certains emails entre Brenda et son ami, elle était jalouse de moi depuis des années, et savourait l'opportunité de détruire ma réputation auprès de la famille. Todd a tout compilé dans un rapport complet, avec les preuves médico-légales, les emails récupérés, les journaux d'adresse IP et les relevés de transactions. Puis, il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a envoyé des copies à mes parents et à tante Ruth, accompagnées d'une lettre de couverture décrivant exactement ce qui s'était passé et qui était responsable. Il a également envoyé des copies à la police et au FBI. Les crimes financiers de cette ampleur sont des délits fédéraux, surtout lorsqu'ils impliquent des comptes de retraite et un vol d'identité. En moins d'une semaine, des agents fédéraux nous avaient contactés pour des entretiens. En l'espace de 2 semaines, Brenda et Case ont été arrêtés. Le lendemain de leur arrestation, mon père a appelé. Todd a répondu et a mis le haut-parleur. « Je dois parler à ma fille » a dit papa, la voix tremblante. « Elle nourrit les jumeaux » a répondu froidement Todd. « Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez le dire à nous deux. » Il y a eu un long silence. Le FBI est venu à la maison. Ils nous ont tout montré. Les preuves, les emails. Sa voix s'est brisée. Nous avions tort.
Tellement tort. J'ai arrêté de bercer Olivia, tout mon corps se raidissant. J'avais rêvé de ce moment. J'imaginais ce que cela ferait d'être innocenté. Mais en entendant sa voix brisée, je n'ai rien ressenti d'autre que du vide. Ta mère veut s'excuser, a-t-il continué. Fais-lui savoir que je m'en fiche, ai-je dit, ma voix sans émotion. Dis-lui que les excuses arrivent trop tard. S'il te plaît, a-t-il dit, pouvons-nous venir te voir? Rencontrer les bébés? Nous voulons arranger les choses. Arranger les choses? Quelque chose de brûlant a finalement percé l'engourdissement. Tu as regardé les ambulanciers me charger dans une ambulance. Je saignais et je pleurais, et tu es resté dans l'encadrement de la porte sans rien faire. Ta fille m'a battu alors que j'étais enceinte, et tu ne l'as pas arrêtée. Maman m'a traité de voleuse et m'a frappé plusieurs fois au visage alors que je portais vos petits-enfants. Je sais, a-t-il chuchoté. Je sais que nous t'avons laissé tomber, mais c'est ma fille aussi. Brenda fait face à des accusations fédérales, et l'entreprise de Case est complètement détruite. Les enfants sont dévastés et tu crois que ça m'est égal. Les mots sont sortis tranchants comme du verre brisé. Brenda a essayé de détruire ma vie pour couvrir ses propres crimes. Elle a mis mes bébés en danger. Elle m'a agressé. Et tu veux que je la plaigne parce qu'elle doit faire face aux conséquences? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse-moi être extrêmement clair, les jeux interrompus, surprise par la fermeté de ma voix. Je n'ai plus de famille à part Todd et ses bébés. Tu as fait ton choix quand tu as cru les mensonges de Brenda sans même demander ma version de l'histoire. Tu as fait ton choix quand tu as laissé maman m'attaquer. Tu as fait ton choix quand tu es resté là à regarder l'ambulance s'éloigner. Ces choix ont aussi des conséquences. Ne fais pas ça, a supplié papa. La famille, c'est tout. On peut s'en sortir. La famille est censée se protéger mutuellement, ai-je dit. La famille est censée croire l'un en l'autre. Tu as prouvé que tu n'étais pas ma famille le soir où tu as choisi Brenda plutôt que moi, sans une seconde d'hésitation. Les gens que je considérais comme ma famille ont failli tuer mes enfants. Pourquoi vous laisserais-je un jour les approcher? J'ai raccroché. Maman a essayé d'appeler ensuite. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal que j'ai effacé sans l'écouter. Tante Ruth a appelé, et j'ai répondu à celui-là, parce qu'elle avait essayé d'intervenir pendant l'attaque. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit immédiatement. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû les arrêter. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Mais tu ne l'as pas fait. Ils avaient tort et ils le savent maintenant. Ton père est rongé par la culpabilité. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer depuis des jours. Bien, ai-je dit simplement. Il devrait se sentir coupable. Il devrait pleurer. Peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de détruire une autre fille. Brenda risque une lourde peine de prison, a dit doucement tante Ruth. Case aussi. Leurs enfants pourraient finir en famille d'accueil si les 2 parents sont incarcérés. C'est tragique, ai-je dit, et je le pensais. Ces enfants ne méritent pas ce que leurs parents ont fait. Mais Brenda aurait dû penser à ses enfants avant de commettre de multiples crimes. Ce sont les conséquences de ses actes, pas des miens. Le jour où Brenda et Case ont été arrêtés, j'étais à la maison avec les jumeaux, qui avaient maintenant 6 mois et commençaient à s'asseoir tout seuls. Mon téléphone a vibré avec un appel de l'agent Torres, juste au moment où j'essayais de leur donner à manger à tous les 2 simultanément. Nous avons exécuté les mandats d'arrêt ce matin, a-t-elle dit. Les 2 suspects sont en garde à vue. Je voulais que vous la preniez de moi en premier avant que cela ne passe aux informations. L'enquête a été longue, mais nous avons tout ce qu'il nous faut. Le soulagement était immense, mais il y avait aussi un étrange vide. Justice était rendue, mais cela n'effaçait pas ce qui s'était passé. Cela n'effaçait pas le traumatisme, ni ne guérissait les os brisés, ni ne réparait ma relation brisée avec mes parents. Merci, ai-je réussi à dire, de m'avoir cru. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, a répondu l'agent Torres. Malheureusement, vos parents vont être des dommages collatéraux dans cette affaire. Ils ont été victimes du vol de votre sœur, eux aussi. Mais ils vont aussi devoir vivre avec ce qu'ils vous ont fait. Elle avait raison. Quelques heures après les arrestations, mon téléphone a commencé à sonner. Papa a appelé 17 fois rien qu'au cours des 2 premières heures. Je n'ai pas répondu. Tante Ruth a appelé et a laissé un message vocal que j'ai écouté. Le FBI a arrêté Brenda et Case ce matin. Ton père est dévasté.
Les preuves montrent que tu disais la vérité depuis le début. S'il te plaît, appelle-les. Ils ont besoin de te parler. Mais je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Les preuves avaient été là tout le long. S'ils avaient pris la peine de chercher, s'ils m'avaient accordé ne serait-ce que le plus petit bénéfice du doute. Au lieu de cela, ils avaient choisi de croire que j'étais un monstre capable de voler son propre père, puis de mentir à ce sujet alors que j'étais enceinte de jumeaux. Ce choix révélait quelque chose de fondamental sur qui ils étaient et comment ils me voyaient. Todd avait une opinion différente. Ils ont été manipulés par une manipulatrice hors pair, a-t-il soutenu un soir, alors que nous plions de minuscules vêtements de bébé. Brenda avait accès à leur compte, s'est positionnée comme une fille serviable gérant leurs finances, et leur a présenté de fausses preuves convaincantes. Ils étaient aussi des victimes. Ils m'ont battu, ai-je dit platement. Maman m'a frappé au visage plusieurs fois. Brenda m'a tiré les cheveux et m'a jeté dans des escaliers en béton. Papa est resté là et a regardé l'ambulance s'éloigner sans même vérifier si j'allais bien. Ce n'étaient pas les actions de victimes confuses. C'étaient les actions de personnes qui croyaient que je ne valais rien, au point de me jeter. Ils ne pouvaient pas contester cela. Personne ne le pouvait. Les faits étaient ce qu'ils étaient. L'attention médiatique a été pire que ce que j'avais prévu. Une famille locale éminente déchirée par une escroquerie à la retraite, lisait-on dans un titre. Une sœur accuse une femme enceinte d'abus envers une personne âgée, déclarait un autre. Des journalistes ont appelé mon bureau et se sont présentés chez nous. Ma patronne, une femme normalement imperturbable nommée Caroline, m'a appelé dans son bureau un après-midi pour discuter de la situation. Je veux que tu saches que tout le monde ici croit en toi et te soutient, a-t-elle dit prudemment. Mais l'attention médiatique crée quelques complications. Les clients posent des questions. Envisagerais-tu de prendre un congé temporaire jusqu'à la fin du procès et que les choses se calment? Cela a ressemblé à une autre trahison, même si je comprenais le raisonnement commercial. Vous me renvoyez? Absolument pas, a dit fermement Caroline. Tu es l'une de nos meilleures analystes. Mais je m'inquiète pour toi. Tu t'occupes de jumeaux nouveau-nés, tu te remets d'une agression et d'une opération, et maintenant tu fais face à un cirque médiatique. Prendre un peu de temps libre pourrait être meilleur pour ta santé et ta famille. Elle marquait un point. Le stress affectait ma production de lait, et j'avais des crises de panique chaque fois que quelqu'un frappait à la porte de façon inattendue. Todd et moi en avons discuté ce soir-là et avons convenu que je prendrais un congé de 6 mois. L'entreprise a été assez généreuse pour maintenir mon assurance maladie et même fournir une petite allocation, qui, j'ai appris plus tard, provenait du lobbying personnel de Caroline auprès de l'équipe de direction. Pendant ces mois à la maison avec les jumeaux, j'ai eu trop de temps pour réfléchir. J'ai rejoué cette nuit encore et encore, analysant chaque instant, me demandant ce que j'aurais pu dire différemment. La thérapie m'a aidé, mais mon psychologue, le docteur Raymond Moss, a souligné quelque chose de crucial lors d'une séance. Vous cherchez des moyens par lesquels vous auriez pu empêcher cela, mais la vérité est qu'il n'y avait rien que vous auriez pu faire, a-t-il dit. Votre sœur avait déjà décidé de vous piéger. Vos parents avaient déjà démontré qu'ils étaient prêts à croire le pire à votre sujet sans preuve. L'agression se serait produite, peu importe ce que vous auriez dit ou la manière dont vous l'auriez dit. Vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Le plus dur a été de faire le deuil de la famille que je croyais avoir. J'ai pleuré le père qui m'apprenait à pêcher les matins d'été, sans réaliser que cet homme n'avait jamais vraiment existé, ou avait été remplacé par quelqu'un d'autre. J'ai pleuré la mère qui avait bandé mes genoux écorchés, même si cette même femme avait apparemment toujours nourri du ressentiment à mon égard. J'ai même pleuré la sœur que je défendais contre les brutes au collège, celle qui ne m'avait clairement jamais vu autrement que comme une rivale. La famille de Todd a fait de son mieux pour combler le vide. Ses parents nous rendaient visite tous les mois. Sa sœur appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles. Et son frère envoyait des colis remplis de vêtements et de jouets pour bébé. C'étaient des gens charmants qui m'avaient accueilli sans réserve. Mais ils ne pouvaient pas remplacer ce que j'avais perdu. Personne ne le pouvait. Les procédures judiciaires ont pris près d'1 an. Brenda et Case ont tous deux initialement plaidé non coupables, ce qui signifiait que tout allait au procès. J'ai dû témoigner, racontant chaque détail horrible de cette nuit-là. Les images de la caméra de sécurité de la maison d'un voisin avaient capturé une partie de l'agression, y compris Brenda me traînant par les cheveux et me jetant dans les escaliers. Les images étaient accablantes. Entrer dans cette salle d'audience et voir Brenda assise à la table de la défense,
paraissant plus petite et plus vieille que dans mes souvenirs, a suscité des émotions complexes. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction à la voir face à la justice. Une partie de moi était juste triste que l'on en soit arrivé là. Surtout, je ne ressentais rien d'autre que la détermination de faire en sorte que la vérité soit entendue. Le dossier de l'accusation était méthodique et écrasant. Ils ont guidé le jury à travers chaque transaction, chaque document falsifié, chaque mensonge que Brenda et Case avaient construit. Le jury comptable a témoigné pendant 3 heures, expliquant avec des détails atroces comment le stratagème avait fonctionné. L'agent Torres a témoigné au sujet des emails récupérés et de la trace des preuves numériques. Les dossiers médicaux montraient l'étendue de mes blessures dues à l'agression, avec des photos qui ont fait grimacer visiblement plusieurs jurés. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis adressé directement au jury et je leur ai tout dit. Todd avait pris sa journée pour garder les jumeaux avec l'aide de sa mère, me donnant l'espace nécessaire pour me concentrer entièrement sur mon témoignage. La fausse accusation, les coups, le fait d'être traîné par les cheveux alors que j'étais enceinte de 8 mois de jumeaux, les marches en béton, le sang, l'inaction de mon père. Je leur ai montré les dossiers hospitaliers documentant mes côtes fêlées et la détresse des jumeaux. J'ai expliqué ma carrière dans la finance et pourquoi l'accusation n'avait jamais eu de sens logique. Je suis resté calme et factuel, laissant la vérité parler d'elle-même. Pendant son témoignage, Brenda a essayé de prétendre qu'elle avait agi pour défendre notre père, et qu'elle n'avait pas eu l'intention de me blesser, ni les bébés. Son avocat l'a dépeinte comme une mère désespérée essayant de protéger la sécurité financière de sa famille. Le procureur a démoli ce récit avec les emails récupérés, qui montraient une préméditation et une intention claire de me piéger. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Brenda a été reconnue coupable de fraude électronique, de vol d'identité, de vol de fonds de retraite et d'agression ayant causé des blessures corporelles à une femme enceinte. Case a été reconnu coupable de complot et de fraude électronique. Le juge leur a infligé à tous deux des peines substantielles. Brenda a écopé de 12 ans de prison fédérale, et Case de 8 ans. Mes parents ont assisté à chaque jour du procès, assis dans la galerie, l'air de plus en plus détruit à mesure que les preuves s'accumulaient. J'ai mis un point d'honneur à ne jamais les regarder. Le jour du verdict, alors que l'huissier emmenait Brenda menottée, elle m'a regardé droit dans les yeux. « J'espère que tu es contente », a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je répondu honnêtement. « Mais je suis satisfaite. » L'impact sur la retraite de papa a été significatif. Le FBI avait gelé les comptes où l'argent avait été transféré, et a fini par récupérer une partie des fonds volés, mais le processus a pris plus d'1 an. Les frais juridiques de leur propre avocat, qui a aidé à naviguer dans le processus de récupération, la valeur temporelle de l'argent perdu pendant le gel, et les pénalités pour retrait anticipé des fonds de retraite restants pour couvrir les dépenses immédiates, ont signifié qu'il avait perdu près de 40% de ses économies de retraite. Lui et maman ont dû vendre leur maison et ont déménagé dans un petit appartement en copropriété. Papa a pris un emploi de consultant à temps partiel pour compléter ce qui restait de ses économies de retraite. Je n'ai pas eu pitié d'eux. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé lorsqu'ils ont choisi de croire une menteuse plutôt que leur fille innocente. Ils ont cru aux accusations de Brenda sans poser de questions parce que cela correspondait à leurs idées préconçues. Ou peut-être parce qu'ils l'avaient toujours aimé davantage, ou peut-être parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas croire que leur enfant chéri pouvait être capable d'une telle méchanceté. Quelle qu'en soit la raison, ils m'avaient laissé tomber de la manière la plus fondamentale possible. 6 mois après la condamnation, papa s'est présenté chez moi. Todd a ouvert la porte. « Elle ne veut pas te voir », a dit fermement Todd. « S'il te plaît », a dit papa. « Juste 5 minutes. Je t'en supplie. » J'étais dans la chambre des enfants avec les jumeaux, qui étaient maintenant des bébés d'1 an heureux et en bonne santé. J'ai entendu la voix de papa à travers le babyphone et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une froide indifférence. Mais quelque chose m'a poussé à marcher vers la porte d'entrée quand même. Il avait vieilli de 10 ans au cours des 18 derniers mois. Ses cheveux étaient devenus complètement gris et il avait perdu du poids. Il ressemblait à un vieil homme. « Dis ce que tu es venu dire », lui ai-je dit, debout dans l'encadrement de la porte, bloquant sa vue sur l'intérieur de la maison. « Je suis tellement désolé », a-t-il dit, les larmes coulant sur son visage. « Chaque jour, je revis cette nuit. Chaque jour, je me vois debout là, alors que tu étais blessé, alors que tu avais besoin de moi. Et je n'ai rien fait. J'ai fait le mauvais choix et j'ai tout détruit. J'ai perdu une fille en prison, et l'autre à cause de mes propres échecs.
Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Y a-t-il un moyen, n'importe quel moyen possible, pour que tu puisses me pardonner? Sa voix s'est complètement brisée. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais tu es ma fille, et ces bébés sont mes petits-enfants, et j'ai tout raté. Leur premier sourire, leur premier mot, tout. Tu as renoncé au droit d'avoir ces souvenirs, ai-je dit. Tu as choisi de croire que j'étais une voleuse et une menteuse. Tu es resté là pendant que maman me battait et que Brenda me jetait dans les escaliers. Tu as regardé l'ambulance m'emmener et tu n'as rien fait. Tu m'as appris quel genre d'homme tu es vraiment. Je sais, a-t-il sangloté. Je sais et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance d'être meilleur. D'être le père que j'aurais dû être. Le père que tu aurais dû être m'aurait protégé, ai-je dit. Le père que tu aurais dû être aurait posé des questions. Le père que tu aurais dû être aurait cru en moi. Mais ce n'est pas qui tu es. Tu es l'homme qui est resté dans l'encadrement de la porte et n'a rien fait pendant que sa fille enceinte saignait sur le béton. Je ferai n'importe quoi, a-t-il supplié. N'importe quoi pour arranger ça. Il n'y a rien que tu puisses faire, ai-je dit simplement. Les dégâts sont permanents. Mes enfants grandiront sans grands-parents parce que leurs grands-parents n'aimaient pas assez leur mère pour lui accorder le bénéfice du doute. C'est ton héritage. C'est ce que tu as choisi. J'ai fermé la porte alors qu'il était encore debout là, à pleurer. Maman n'est jamais venue. Tante Ruth m'a dit plus tard que la culpabilité de maman s'était manifestée par une grave dépression, et qu'elle ne pouvait pas se résoudre à m'affronter. Une partie de moi s'est demandé si elle attendait que je fasse le premier pas pour lui faciliter la tâche. Je ne l'ai jamais fait. Brenda envoie parfois des lettres de prison. Elles arrivent tous les quelques mois, de longues choses décousues où elle dit à quel point elle est désolée et comment la prison a changé sa perspective. Elle parle d'avoir trouvé Dieu et de comprendre l'ampleur de ce qu'elle a fait. Elle demande des nouvelles des jumeaux et supplie pour avoir des photos. Je brûle les lettres sans lire au-delà du premier paragraphe. La vérité, c'est que ma vie est meilleure sans eux. Todd et moi avons construit quelque chose de solide et de vrai. Les jumeaux s'épanouissent, entourés de l'amour de la famille de Todd et des amis que nous avons choisis. Nous célébrons les fêtes avec des gens qui se soucient vraiment de nous, qui ne songeraient jamais à nous faire du mal comme l'a fait ma famille biologique. Parfois, les gens demandent si je finirai par leur pardonner. Ils parlent de guérison et d'aller de l'avant, de l'importance de la famille. Ils ne comprennent pas que le pardon n'est pas un dû. Ce n'est pas un cadeau que l'on est obligé de faire simplement parce que quelqu'un réalise enfin qu'il a eu tort. Le pardon doit se mériter, et certaines trahisons sont trop fondamentales pour être jamais vraiment réparées. Mes parents avaient le choix, ce soir d'octobre. Ils auraient pu poser des questions. Ils auraient pu enquêter avant de juger. Ils auraient pu me protéger, même tout en enquêtant sur les accusations. Ils auraient pu empêcher Brenda de m'attaquer. Ils auraient pu appeler l'ambulance eux-mêmes. Ils auraient pu venir à l'hôpital. Ils n'ont choisi aucune de ces choses. Ce n'est pas ça, une famille. Ce n'est pas ça, l'amour. C'est une acceptation conditionnelle qui s'est évaporée au moment où les choses se sont compliquées. Le mois dernier, tante Ruth m'a appelé pour me dire que papa avait eu une crise cardiaque. Il a survécu, mais c'était grave. Elle a suggéré que je pourrais vouloir lui rendre visite à l'hôpital. Que la vie est courte, et que je pourrais regretter de ne pas avoir fait la paix. Je n'ai aucun regret, lui ai-je dit. Mon seul regret serait d'exposer mes enfants à des gens qui pourraient se retourner contre eux comme sa famille s'est retournée contre moi. Je protège mes enfants pour qu'ils n'apprennent pas cette leçon à la dure. C'est ton père, a-t-elle dit. La biologie ne fait pas de quelqu'un un père, ai-je répondu. L'amour, la loyauté et la protection font de quelqu'un un père. Il a échoué sur tous les points. Les jumeaux ont 2 ans maintenant. Olivia est intrépide et bruyante, toujours en train de grimper et d'explorer. Jackson est plus calme, plus réfléchi, mais avec un côté espiègle qui nous surprend. Ils apprennent à parler en phrases complètes et posent 1 million de questions sur tout. Ils n'ont aucune idée qu'ils ont des grands-parents et une tante qu'ils n'ont jamais rencontrés. Un jour, nous devrons leur expliquer, mais pour l'instant, ils ignorent heureusement la laideur qui a précédé leur existence. Parfois, je rêve de cette nuit-là. Dans mes rêves, je tombe dans ces escaliers encore et encore. Je sens le béton se précipiter vers moi. Je sens le sang chaud. Je ressens la terreur de perdre mes bébés.
Je me réveille en haletant, et Todd me tient jusqu'à ce que la panique s'apaise. Mais ces rêves sont de moins en moins fréquents. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais il les rend plus supportables. Le tissu cicatriciel est solide maintenant. Protecteur. Je ne pleure plus à ce sujet. Je ne me demande pas ce que j'aurais pu faire différemment. Je connais la vérité. Je n'ai rien fait de mal, à part faire confiance aux mauvaises personnes. Ma vie est pleine d'amour et de lumière maintenant. Todd et moi prévoyons d'acheter une plus grande maison l'année prochaine, une avec un jardin où les jumeaux pourront jouer. Nous parlons peut-être d'avoir un autre bébé dans quelques années. Nous avons des amis qui sont là quand nous avons besoin d'eux, et qui célèbrent nos victoires avec une joie sincère. Nous avons l'un l'autre. Je n'ai pas besoin de la famille qui m'a brisé. J'ai la famille que j'ai construite à la place. Et c'est assez. Plus qu'assez. C'est tout.